À la une de l'actualité ce soir, vers une solution durable au problème de logement au Burkina. Le gouvernement envisage la construction de 40 000 logements sociaux d'ici à 2020. Le programme qui va conduire ces projets vient d'être validé ce matin à Ouagadougou. Quelle est l'offre qui sera proposée aux populations à faible revenu à qui s'adressent ces projets? Réponse à suivre dans ce journal. Dans le journal également, le FESPACO 2017 qui s'ouvre le 25 février prochain à 48 heures de l'ouverture. Comment apprécier le niveau de l'organisation? Que dire de la sécurité durant le festival? À quelle innovation s'attendre à cette édition? Le délégué général du FESPACO est notre invité. Ardiou Massouma, bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir. Il y a bien davantage à consommer le riz du Burkina. C'est d'abord un produit sain et il fait vivre de milliers de personnes dans le pays. Le comité interprofessionnel du riz mène une campagne pour encourager à la consommation du riz local. Le comité qui exprime ses incompréhensions face au poids du riz importé. On en parle dans cette édition. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ce titre, le Premier ministre a échangé cet après-midi avec le chef de la mission Afrique du FMI. Ils ont discuté de développement, mais aussi des appuis de l'institution de Bretton Woods au projet majeur du Burkina. Maïmouna Traoré. C'est une prise de contact avec le Premier ministre Paul Kabatieba. Pour mieux accomplir sa mission, la nouvelle chef de mission du Fonds monétaire international pour le Burkina Faso a besoin d'informations sur la situation économique du pays et les projets de développement déjà engagés. Il est très utile, très important pour rencontrer avec Monsieur le Premier ministre pour bien comprendre la situation économique et pour préparer aussi pour notre prochaine visite dans le contexte de la revue sur le programme du FMI. Le Burkina a déjà est encore sous un programme avec le FMI. Et maintenant, nous sommes en train de discuter comment nous allons continuer les liens entre le FMI et le pays. Le chef du département Afrique du FMI a échangé avec le chef du gouvernement sur les missions du Centre régional d'assistance du FMI pour l'Afrique de l'Ouest et ses projets pour le Burkina Faso. And these are mainly in the areas of intérieur, qu'il s'agisse de recettes fiscales, de recettes douanières. Il s'agit également de contribuer à l'amélioration des finances publiques pour atteindre justement tous ces objectifs et également d'améliorer le domaine des statistiques qui, étant de bonne qualité, contribueront à améliorer la performance. Le chef du département Afrique du FMI participe à la réunion du comité d'organisation d'Afrique Ouest qui a ouvert ses portes ce matin à Ouagadougou. Les nouveaux ministres du gouvernement Thiéba II sont désormais installés dans leurs fonctions ce jeudi. Chacun a promis donner le meilleur de lui. Bouma Ernest Nebié. C'est au pas de course que le secrétaire général du gouvernement procède ce jour à l'installation des nouveaux ministres du gouvernement Thiéba II. Et c'est le ministère de la Santé qui ouvre cette série d'installations. Nicolas Meda prend officiellement service. Les principaux défis ont été inscrits, c'est la promotion de la santé et de tirer tous les avantages du dividende démographique. Bien sûr, vous connaissez la politique centrale de gratuité des soins qui sera amplifiée et toutes les réformes du secteur de la santé. Son prédécesseur immédiat, Soumaïla Ouedraogo, lui aussi s'installe officiellement dans son nouveau poste de ministre en charge de la jeunesse. Même acte au ministère en charge de l'économie numérique, des mines, de l'enseignement supérieur et de l'énergie. Et des instructions que j'ai reçues du président du FASO, c'est que nous devons faire en sorte que le secteur des mines devienne beaucoup plus compétitif. C'est un secteur émergent. Le premier défi, on a dit, ce sont les chevauchements des années universitaires. Il y a le cycle académique perturbé. Et de ce point de vue-là, nous avons beaucoup d'efforts à faire pour qu'effectivement on puisse arriver à une situation où la rentrée universitaire va se faire de façon normale et de façon régulière. Je pense que nous n'avons même pas le choix d'aller rapidement vers la digitalisation dans notre pays. Et il y a déjà des projets. Il y a le projet Backbone qu'on va s'atteler à lancer rapidement. Il y a le projet de connectivité dans les universités.
Cette série d'installations se termine par les ministères en charge de la défense, de l'administration territoriale et de la sécurité. Maintenant, j'aurai un peu plus de temps pour me consacrer à ce département-là. Vous allez voir dans les semaines à venir la nouvelle dynamique que nous amorçons. Le contexte sécuritaire est assez délétère. Mais personnellement, j'ai confiance en notre armée. Nous n'avons pas peur. Les terroristes seront terrorisés. Tout est prioritaire. Vous avez la nécessité de faire en sorte que l'autorité de l'État puisse être effectivement renforcée. Ce qui fait que c'est un travail donc, au quotidien. Tous les nouveaux ministres sont installés. Le gouvernement Thiéba II est ainsi fonctionnel. Un nouvel exécutif qui aura pour défi majeur la mise en œuvre du PNDS. C'était une promesse de campagne du candidat Roch-Marc Christian Kaboré, devenu aujourd'hui président. La promesse se décline en programme pour le gouvernement. Rendre effectif le droit au logement. Et à travers le programme national de construction de logements, il s'agira de produire 40 000 logements sociaux sur toute l'étendue du territoire d'ici à 2020. Un défi qui est soutenu par des mécanismes innovants de construction et de financement de l'habitat. Explication Ruth Ouattara. Le secteur du logement au Burkina est en crise, avec une offre largement supérieure à la demande, entraînant un surenchérissement des prix de vente, mais aussi la naissance de logements spontanés dits zones non loties. Face à cette situation, le gouvernement met en place un programme national de construction de logements. Ce document de base prévoit donc pour le quinquennat la construction de 40 000 logements de divers standings, depuis les logements sociaux, les logements économiques, les logements de grand standing et aussi ce qu'on appelle les logements collectifs, les HLM. En plus des 40 000 logements, dont 5 000 pour les ménages à faible revenu, le programme se décline en plusieurs autres axes. Nous avons également comme ambition de construire de nouveaux pôles urbains. On pourrait faire des aménagements futuristes pour pouvoir construire des villes nouvelles. Le maire m'a dit ils ont la mission de faire le tramway à Ouaga, mais pour faire le tramway, il faut des voies très larges. Et pour avoir des voies très larges, il faut restructurer. Nous voulons faire de nos villes frontalières, telles que Sinkansé, Kanchari, etc., de véritables vitrines. Pour sa réalisation, il fait appel à l'expertise d'anciens ministres des infrastructures, de promoteurs immobiliers, d'établissements financiers et bancaires et à tout acteur concerné. Il est évalué à plus de 435 milliards de francs CFA. En politique, les députés de l'UPC, quant à eux, réfléchissent sur comment redonner à Bobo Dioulasso son rôle de capital économique. Et pour ce faire, ils sont revenus sur les limites des politiques économiques actuelles. On essaie de comprendre davantage avec Ali Traoré, sur place à Bobo. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, n'est pas content de la gestion de la capitale économique du Burkina Faso par les politiques actuelles. À ses premières journées parlementaires de l'année, le parti réfléchit sur les stratégies à mettre en place afin que Bobo Dioulasso puisse retrouver son lustre d'antan. Et pour cela, ils mettent à contribution les autres acteurs politiques. Depuis la colonisation, on nous a dit Ouagadougou, capitale politique administrative, Bobo Dioulasso, capitale économique. Quand vous arrivez ici aujourd'hui, Bobo est une capitale économique sans économie. Donc ça pose un problème. Les usines ont fermé. Il n'y a pas un effort qui est fait pour faire en sorte que ce rôle-là vienne, alors qu'il y a des potentialités immenses. Quand j'étais ministre du Commerce, j'avais donc proposé à l'époque un plan de relance de la région de Bobo Dioulasso. 23 ans après, le président Zéphirin Diabré revient à la charge, mais cette fois-ci avec son parti. À cette rencontre de réflexion, l'UPC dénonce les limites des politiques économiques actuelles. La représentation en termes d'industrie au niveau de Bobo Dioulasso, et cette représentation avait bien commencé. Mais vous avez vu que par la suite, les unités ont fermé, les unités ont été désarticulées, d'autres ont été délocalisées. Mais pourquoi cela? Parce que les unités que nous créons, on les fait sur papier, on met en place des politiques qu'on a peut-être pris ailleurs, mais on ne songe pas à protéger nos unités, notre tissu industriel. Le PC espère que les conclusions de ces travaux seront prises en compte dans le plan de développement pour la relance économique de la ville de Bobo Dioulasso.
Et puis le CDP évoque réconciliation nationale avec ses députés à Yakou dans le Passoré. Les parlementaires de l'opposition vont donc 2 jours durant réfléchir sur leur rôle et leur contribution à ce processus. Herman Toé, sur place à Waiguya pour le compte-rendu. À cette première journée parlementaire de l'année 2017, le groupe CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, a placé la réconciliation nationale au cœur de ces échanges. Une réconciliation qui, selon le président de ce groupe, s'avère indispensable pour la cohésion sociale et une paix véritable. Que tous les fils et filles du pays puissent se retrouver et travailler main dans la main. Parce qu'actuellement, nous sentons que vraiment il y a des gens qui s'en veulent et qui manipulent la justice pour pouvoir arriver à leur fin. Sur la question de la justice, le président du groupe CDP a rassuré qu'il ne s'agit pas pour eux d'occulter cette phase, mais préconise le dialogue social. C'est mieux qu'on s'en sait et qu'on voit les cas qui doivent aller en justice, iront en justice bien sûr, et puis si on peut trouver une autre forme pour les autres dossiers, qu'on puisse les traiter ainsi. Tous présents à l'ouverture des travaux, les représentants des différents groupes parlementaires ont salué la pertinence du thème et affiché leur volonté à travailler dans le sens de la réconciliation tout en passant par la vérité et la justice. Nous sommes tous d'accord qu'il faut la justice dans ce pays. Mais ce que nous disons, c'est que nous ne voulons pas d'une justice qui est orientée, d'une justice ciblée, d'une justice qui est là pour régler des comptes. Au terme de ces journées de réflexion, le groupe parlementaire CDP espère contribuer à l'avènement d'une réconciliation véritable au pays des hommes intègres. Réconciliation nationale, la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, en fait sa raison d'être. Ce 19 février à Bobo-Dioulasso, elle a organisé une conférence publique, conférence au cours de laquelle elle a rappelé la nécessité pour elle d'aller à la réconciliation, mais aussi pour le pays, après les événements que le Burkina Faso a connus en 2014. On essaie de comprendre avec Moumouni Balo. Autrefois, havre de paix et de stabilité, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso a connu des moments de crise profonde sur le plan socio-politique. Aujourd'hui, la responsabilité individuelle et collective, en tant que Burkinabé, c'est de se réconcilier à tout prix. Mais qu'entendons-nous par réconciliation nationale? La Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODER, regroupant 8 partis, a sa petite idée. C'est-à-dire dépasser les sentiments de vengeance et de haine afin de pouvoir vivre en bonne intelligence. Chaque fois que nous avons évoqué le pardon, on a le sentiment que certains pensent que nous disons d'exclure la justice. Nous ne demandons pas l'exclusion de la justice. Nous demandons au contraire que la justice soit là. Mais nous disons que la justice doit être au cœur du processus de réconciliation. Lorsque la justice est partielle ou qu'elle est sélective ou elle est à plusieurs vitesses, vous voyez que c'est un élément encore d'accroissement et d'accentuation de la crise. Les mécanismes traditionnels du pardon et de la réconciliation dans les sociétés de la région des Hauts-Bassins, c'est le thème qu'a développé l'historien Bruno Dotti pour montrer au public l'importance des us et coutumes dans la résolution des crises. Nous sommes à la fin d'un cycle historique, comme je l'ai dit, marqué par la violence. Il n'y a qu'à voir comment la société se répartit. Vous avez les griots, vous avez les forgerons, vous avez les cultivateurs. Ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour la cohésion. Mais aujourd'hui, est-ce que notre société sait s'inspirer de ces mécanismes? Avant cette conférence, les responsables de la coalition se sont rendus chez les autorités coutumières et religieuses pour recueillir leurs avis et conseils sur les mécanismes de réconciliation nationale. On en vient à notre fenêtre FESPACO 2017 à 48 heures de l'ouverture. Que dire des préparatifs? Une de nos équipes est allée constater l'organisation sur les sites. D'abord au siège avec les stands d'exposition qui se mettent en place. La délégation ivoirienne qui déploie ses moyens pour être de la fête. Constat avec Zoubavier David Dabiri. Sur le site du FESPACO, l'heure est à l'ouvrage. Ouvriers et partenaires associés à l'événement se démènent, qui pour dresser des tentes, qui pour s'assurer de l'électrification des lieux ou encore pour donner à cet espace une ambiance glamour et cinéma. Et les services d'hygiène ne sont pas en reste. Ils sont mobilisés depuis ce matin pour balayer,
curer et aménager l'enceinte du FESPACO. Bref, ici, l'on ne parle pas de retard dans l'organisation, mais de peaufinage des détails. En venant ici, vous avez dû parcourir quelques artères de la ville de Ouagadougou et constater que de jour comme de nuit, il y a un pavoisement. Donc sur le site du FESPACO aussi, tous les stands ont été attribués. Nous sommes aujourd'hui à la date du 23 et vous verrez que demain déjà, chacun occupera son stand. Et pour donner une dimension touristique à cette fête du cinéma, la Côte d'Ivoire se dresse en miniature sur la place de la Nation de Ouagadougou. Cette tente, aménagée sur une superficie de 1200 m², est le quartier général de la délégation ivoirienne. Elle va donner à voir aux visiteurs, le temps du FESPACO, toutes les potentialités du pays invité d'honneur. Nous avons, outre les acteurs du cinéma, nous aurons aussi des artisans qui vont présenter les produits qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire. Donc vous allez voir, il y aura des stands qui vont être dressés dehors, où vous allez trouver tous les produits de la loco à la tiéké, des colliers, des produits animaliers, tout ce dont vous pouvez vous entendre. La Côte d'Ivoire en miniature, donc ça suppose tout. Ça suppose tout. Des hommes et des produits. Des intelligences et des acteurs. Et chaque décoration de cet espace sera minutieusement pensée pour donner de l'éclat et du rêve, nous confie le chef de la délégation ivoirienne. Sur la place de la Nation, d'autres acteurs s'activent également pour dresser leur stand pour être au rendez-vous de la Biennale du cinéma africain. Sauf qu'à l'image, on a le sentiment que c'est le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui joue les prolongations. Je le disais en titre, à quelques 48 heures, quel est le niveau d'organisation? Le délégué général du FESPACO est avec nous. Ardiouma Soma, une fois de plus, merci de venir répondre à nos questions. Est-ce que vous êtes prêt à l'heure où on se parle? Le FESPACO, nous y sommes déjà. La 25e édition, c'est dans moins de 2 jours. Hein. Le samedi 25 février, ça va être le clap de départ. L'organisation, nous avons pris toutes les dispositions. Vous constatez dans la ville de Ouaga, depuis 2 jours déjà, la présence des festivaliers. Donc les festivaliers, ils sont là. Et cet après-midi, la méga star de reggae Alpha Blondy est effectivement arrivée donc, pour le grand concert donc, de la cérémonie d'ouverture l'après-midi donc du samedi 25 février. Évidemment, les organisateurs ils sont véritablement à pied d'œuvre pour que le 25 février, effectivement, on puisse dire moteur, ça tourne. Et c'est le début donc de la 25e édition qui va s'étaler du 25 février au 4 mars 2017. Évidemment, le FESPACO, c'est un événementiel, c'est une grande manifestation culturelle. L'organisation se poursuivra jusqu'au lendemain de la clôture. Donc c'est un travail énorme et je pense que les organisateurs sont véritablement déterminés. Nous avons l'appui des autorités donc, de ce pays. Nous avons un accompagnement aussi des partenaires. Je crois que tout le monde y met donc la volonté, tout le monde y met du sien et nous avons espoir que les choses se dérouleront très bien et que la fête sera belle parce qu'il y a de très beaux films cette année. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, qu'est-ce qui va être fait concrètement? La Côte d'Ivoire cette année donc, est le pays invité d'honneur. Vous avez constaté dans le reportage, ils occupent 1200 m² à la place de la Nation et pour montrer ce que la Côte d'Ivoire sait faire dans le domaine de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Et à côté de cela, ils vont aussi présenter l'artisanat ivoirien. Et ce qui n'a pas été dit dans le reportage, c'est qu'il y aura aussi de la gastronomie ivoirienne, donc avec des espaces qui sont réservés à cet effet et à la Maison du Peuple, donc dans la cour de la Maison du Peuple. Mais au-delà de cela, la Côte d'Ivoire sera fortement présente au niveau donc de la sélection des films, toutes catégories confondues. Et nous avons choisi donc ce pays-là comme le pays invité d'honneur pour présenter un exemple d'effort dans le domaine de soutien au développement donc, de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Et le rôle du FESPACO, c'est aussi cela. Donc permettre des discussions, des échanges d'expériences pour le développement donc, du cinéma et de l'audiovisuel sur le continent. Et les efforts qui sont déployés en Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire aura l'occasion pendant le FESPACO de présenter donc toutes ces différentes potentialités, échanger avec l'ensemble des professionnels
professionnels qui seront présents pendant cette édition. Oui, Adjouma Soma, l'une des préoccupations majeures pour ce FESPACO 2017, c'est bien la sécurité. Et comment vous comptez relever ce défi durant le festival? Je ne suis pas véritablement un spécialiste de la question sécuritaire, mais je pense que dans le comité national d'organisation, nous avons fait appel à des experts qui sont là, et ceux qui sont un peu noctambules, ils ont dû constater que ces derniers jours, il y a beaucoup de fouilles dans la ville de Ouaga. On fouille les voitures, on vérifie les identités des uns et des autres. C'est des dispositions qui sont déjà prises, qui sont en cours et qui vont être renforcées dès demain, et à partir donc du début du festival, vous verrez qu'il y a un renforcement donc des contrôles qui va se faire. Donc on va demander à la population de véritablement accepter d'accompagner les femmes et les hommes de sécurité pour faciliter leur travail. Il ne faut pas que cela soit vu comme si on empêchait, comme si on diminuait la fluidité au niveau des différents espaces, mais il faut que la population soit conscientisée, soit sensible qu'il s'agit de la sécurité de tout le monde et les dispositions véritablement prises. Oui, pour cette année 2017, qu'est-ce qui sera fait pour que le FESPACO ne se succède pas et se ressemble? Le FESPACO cette année déjà c'est un engouement important déjà au niveau donc du volet artistique, et nous avons enregistré cette année plus de 1000 films inscrits pour cette édition du FESPACO. Malheureusement, le FESPACO c'est une semaine, c'est 8 salles de cinéma. Nous avons dû retenir seulement autour de 160 films qui seront présentés, 160 films de qualité qui viennent de toutes les régions de l'Afrique. Donc cela déjà c'est un engouement qui peut être présenté comme un renforcement donc au niveau du FESPACO. Mais cela dit, nous avons voulu aussi aller un peu plus loin au niveau donc de l'organisation du marché du film qui va se dérouler à Ouaga 2000, et nous avons décidé cette année de regrouper un ensemble d'activités autour donc du marché du film pour créer et développer un espace marchand dans le FESPACO pour sensibiliser les professionnels du cinéma, les autorités, les partenaires sur la dimension économique du cinéma et l'audiovisuel, parce que l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel peut véritablement participer au développement de nos pays. Donc il y aura un ensemble d'activités là-bas avec des expositions donc des industries, des entreprises du cinéma et de l'audiovisuel, mais toutes les rencontres professionnelles seront concentrées en ce lieu-là. Donc des conférences thématiques, des tables rondes qui vont se dérouler là-bas avec des masterclass. Cela pour créer un espace où pendant la journée de 8h à 18h, et tous les professionnels présents au FESPACO qui sont venus véritablement pour travailler donc sur des questions, sur des projets de films qui puissent se retrouver là-bas. Cela pour pallier à un fait, parce que par le passé, avec l'existence de l'hôtel Indépendance, l'hôtel Azalaï, c'était véritablement l'espace où tout le monde se retrouvait. Donc cet espace manquait. Nous avons voulu cette année recréer un espace où effectivement les professionnels peuvent se retrouver au cours de la journée. Évidemment, il y a aussi d'autres types d'innovations cette année où nous avons décidé de mettre en avant cette année les comédiens du cinéma, parce qu'il y a eu quelques critiques par le passé où on dit qu'au FESPACO, ce sont les réalisateurs qui sont mis en avant. Alors cette année, en partenariat avec deux personnalités du cinéma, il s'agit de Georgette Paré et Aïcha Dabré, qui sont en partenariat avec le FESPACO pour organiser ce que nous appelons la nuit des célébrités, et qui va s'étendre avec les journées des célébrités et toute la durée du FESPACO. Et c'est des espaces qui sont réservés aux comédiens, aux comédiennes du cinéma, où ces personnes-là seront mises en valeur. Parce que quand vous êtes installé devant votre petit écran, devant votre grand écran, ceux qui vous donnent de l'émotion, ce sont les comédiennes et les comédiens du cinéma. Alors, on va dérouler cette année le tapis rouge donc aux comédiennes du cinéma. Merci à vous, Monsieur Adjouma Soma, d'être passé répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le délégué général du FESPACO. Et le FESPACO, c'est dans moins de 48 heures, le 25 février, clap de départ. Merci.
La suite de ce journal, depuis sa création en 1969, deux Burkinabés seulement, Idrissa Ouedraogo et Gaston Kaboré, ont été sacrés étalons d'or. Et depuis lors, le Burkina Faso peine à figurer dans le palmarès de la Biennale du cinéma africain. Mais que deviennent aujourd'hui ces deux réalisateurs de renommée internationale? Une de nos équipes est allée à leur rencontre. Reportage Draman Guéné, Jean Zongo et Adam Aguiti. 1969-1991. Il a fallu 22 ans après la création du FESPACO, soit à sa 11e édition, pour qu'un Burkinabé soulève l'étalon d'or de Yenenga. Et c'est cet homme, Idrissa Ouedraogo, le diplômé de l'Institut fédéral d'État du cinéma de Moscou, qui brandit le Grand Prix du FESPACO en 1991 avec son film Tilay. Vous aurez remarqué que depuis 1991, après l'étalon de Yenenga, ici, je ne me suis jamais présenté à aucune des compétitions parce que je pensais que ça pouvait laisser la place à d'autres Burkinabés, à d'autres Africains de jouir de ce prix-là. Donc le prix qui me va le plus droit au cœur, c'est l'étalon de Yenenga. Le bal est donc ouvert et 6 ans après, un autre Burkinabé s'inscrit dans l'histoire du FESPACO. Il s'agit de Gaston Kaboré, diplômé de l'Institut des études cinématographiques de Paris. Boudiam reçoit ainsi la plus haute distinction du FESPACO en 1997. Boudiam était, contre toute attente, la suite de mon tout premier film, Wenkuni, réalisé en 1982. Donc 15 années plus tard, j'ai fait une suite tout à fait imprévue à mon premier film. C'est en plein montage d'une série que nous échangeons avec le tout premier Burkinabé, étalon d'or de Yenenga. Autant dire qu'à 63 ans, pas de retraite pour Idrissa Ouedraogo, même s'il ne postule plus pour des prix au FESPACO. Il y a trois grandes histoires que j'ai envie d'écrire. L'une peut être les événements que mon peuple a traversés, que le Burkina a traversés pendant de nombreuses années avant cette grande insurrection du 31 octobre. Quant à Gaston Kaboré, c'est une retraite tacite depuis 2003, date de création de son institut Imagine. Depuis que le projet de l'école a démarré, je n'ai plus fait de film. Et ça n'est pas un hasard parce que ça a été plus absorbant que je ne pensais. Contrairement à Idrissa Ouedraogo, scénariste et réalisateur, Gaston Kaboré, lui, a enseigné à l'INAFEC, Institut africain d'études cinématographiques de Ouagadougou, avant de se disponibiliser pour la réalisation. Alors, venu au cinéma par l'enseignement, Gaston y ressort aussi par l'enseignement avec son Institut Imagine. Et puis toujours en cinéma, Sidnaba vient de boucler son 8e long métrage. Sabab Biga, où l'enfant prodige raconte un mélodrame dans un couple stérile une décennie durant. Finalement, le salut viendra de la femme du veilleur de nuit du couple. Aruna Mari a vu les images pour nous. Commentaire. « 15 ans de vie commune sans enfants. C'est l'expérience d'un couple marié sous le régime de la monogamie et dont l'épouse est stérile. Excédé d'attendre son héritier, le chef de famille, un milliardaire, décide alors d'entretenir une relation extra-conjugale avec la nettoyeuse de son bureau, l'épouse de son gardien. Jalousie, intrigue s'invite dans le foyer jadis paisible du patron. Bienvenue dans le 8e long métrage Sabab Biga ou l'enfant du destin de Sidnaba Boubacar Zida. Souvent au sein des couples, il y a des problèmes. Ça ne manque pas. Mais les solutions, c'est les hommes qui inventent les solutions. Les couples pouvaient avoir une solution de leurs problèmes. Mais ils n'ont pas voulu, surtout madame n'a pas voulu ça. Voilà, c'est pour cela que le drame est arrivé. Le film a été co-réalisé par Yacouba Napon. Cette fiction interpelle sur la place des traditions dans une Afrique dont les racines restent toujours enfouies dans les valeurs ancestrales et le tronc dans la modernité. Pour cette 25e édition, le cinéaste Boubacar Zida compte apporter sa pierre à la fête du cinéma africain. Nous avons mis ce cadre-là à la disposition du festivalier, c'est-à-dire tous ceux qui veulent venir se restaurer. Il y aura aussi des projections ici tous les soirs, après 18h jusqu'à 23h.
Saba Biga n'est pas en compétition officielle. Néanmoins, il figure dans la programmation du FESPACO. Foya Saba Biga, innocent. Dans l'actualité ce soir, il y a bien davantage à consommer le riz du Burkina. C'est d'abord un produit sain et il fait vivre de milliers de personnes dans le pays. C'est la conviction du comité interprofessionnel du riz qui était face à la presse ce jeudi. Le comité qui est revenu sur la qualité et le prix du riz local et exprime ses incompréhensions face au poids du riz importé. Moussa Ouedraogo, Aboubakar Sagnon. Voir du riz produit au Burkina dans les assiettes du maximum de Burkinabés. C'est le plaidoyer fait ici par le comité interprofessionnel du riz du Burkina. Selon les conférenciers, le riz national est meilleur au riz importé parce qu'il est plus frais, plus naturel, plus nutritif et contient moins de produits chimiques. Nous voulons mobiliser les consommateurs de riz sur la qualité de ce qu'ils consomment car la nourriture ne doit pas rendre malade. Sur la qualité du riz produit au Burkina, les conférenciers rassurent que des efforts sont faits pour débarrasser le riz de toutes les impuretés, notamment les cailloux. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, vous pouvez payer du riz au Burkina. Vous n'avez pas besoin même d'aller le laver 2 ou 3 fois. Parce qu'il y a des précautions qui sont prises pour mettre du riz de bonne qualité sur le marché. La part du riz produit au Burkina dans l'offre nationale est d'environ 45%, un chiffre en deçà des attentes des producteurs, qui salue la circulaire prise par le Premier ministre et qui invite l'administration à prioriser la consommation des produits alimentaires locaux. Nous voulons des parts du marché pour fournir donc du riz aux cantines scolaires, fournir du riz à l'armée, et ça nous permet donc de renforcer la base de production et d'être sûr que voilà, on n'aura pas de soucis de commercialisation. Concernant les prix, les conférenciers estiment qu'à qualité égale, le riz national est moins cher que le riz importé et appellent à un sursaut patriotique afin d'accroître la consommation de riz produit au Burkina. Autre actualité dans ce journal, le Conseil supérieur de la communication interpelle les discours de radicalisation sur les médias qui peuvent détériorer le climat social. La présidente du Conseil s'est rendue à Dori, dans le Sahel du Burkina, pour rencontrer les différents acteurs, notamment les promoteurs de radio, les membres des forces de défense et de sécurité. Nathalie Sommet a appelé à éviter la diffusion de messages pouvant heurter les sensibilités. Seydouson, sur place à Dori. Le Conseil supérieur de la communication CSC échange avec les journalistes et les forces de défense et de sécurité de la région du Sahel sur la question sécuritaire. À travers cette rencontre, le CSC entend rappeler aux hommes des médias les responsabilités sociales en cette période sensible. Il s'est agi aussi pour le CSC de recueillir les préoccupations des participants. Pour les forces de défense et de sécurité, certaines informations relèvent du domaine des secrets de défense, donc difficile de les porter à la connaissance des hommes des médias. Quand on parle d'informations stratégiques, c'est des choses qui peuvent mettre tout un pays dans des problèmes. Il y a certaines choses que même les hautes autorités de l'armée n'ont pas le droit de divulguer. Du côté des journalistes, certains avouent avoir fait l'objet de menaces relatives à des émissions diffusées sur les stations. Sur tous les postes où il y a eu attaque, nous avons eu effectivement des difficultés maille à partir avec les éléments que vous avez posés à leur endroit pour faire leur travail. Notre part de travail en tant que média public, c'est de revenir avec l'information juste et crédible. Des échanges, tous sont unanimes de la nécessité de collaborer pour faire face à la menace terroriste. Et le Conseil supérieur de la communication sort édifié de cette rencontre. Nous pensons que le message a été entendu. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Il y a eu des préoccupations qui ont été soulevées, dont les réponses n'appartiennent pas uniquement au CSC. Et nous ne manquerons pas, une fois rentrés à Ouagadougou, de porter ces préoccupations-là à qui de droit. Après Dori, le CSC va déposer ses valises à Ouaïguia. Objectif, porter le même message aux hommes des médias et aux forces de défense et de sécurité de la région du Nord. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce jeudi. La lecture croisée des journaux nous est proposée par Vincent Tiendrebego. Droits humains au Burkina Faso, les Koglouego dans le viseur de Amnesty International indiquent le pays à sa une.
Le rapport 2016-2017 dénonce des exactions commises par ces groupes d'autodéfense, poussant certaines OSC à faire des reproches à l'État quant au manquement en matière des droits humains, souligne le journal. Pour les chiffres, le journal rapporte que 30% des filles ou jeunes dames de 15 à 19 ans en milieu rural étaient enceintes ou déjà mères. Dans la région du Sahel particulièrement, plus de 50% des filles de 15-17 ans étaient mariées. Et c'est 2800 femmes qui meurent en couche chaque année au Burkina Faso. Un point d'honneur pour l'État burkinabé, le rapport souligne des efforts consentis en faveur des femmes enceintes, notamment pour l'accouchement ou la césarienne. Pour aujourd'hui au Faso, le bonnet d'âne revient encore à l'Afrique au regard de la situation dans plusieurs pays. Le continent a mal en ses droits de l'homme. Et pourtant, aucune partie du globe n'est exemptée, relève l'observateur Palga, et c'est plus inquiétant. Même le gendarme du monde, désormais commandé par Donald Trump, est devenu fossoyeur des libertés. Des crimes de guerre sont commis dans 23 pays à travers le monde, pas seulement en Afrique, et devaient intéresser la Cour pénale internationale. Et quelle suite les pouvoirs publics vont-ils accorder à ce document accablant, notamment en Afrique? Pour le pays, on a ri en République du Gondwana. Voilà, c'est tout pour ce journal, mais restez fidèles à nos programmes. Votre débat contradictoire controverse vous propose ce soir, à partir de 21h, un débat sur le mémorandum de l'opposition, un débat animé par Simon Congo. C'est tout pour ce journal, merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.